Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Story 1. Histoire de virus. Le répondeur virtuel de Méta de choc s'est rempli à vitesse grand V. On se croirait revenu au temps des émissions de radio des années 80. Je suis vraiment ravie de la diversité des témoignages récoltés et je trouve ça super que pour une fois, je puisse entendre votre voix à vous. Aujourd'hui, Méta de choc fait la part belle aux soignants et nous offre un aperçu de la manière dont chacun s'en sort dans cette 3e semaine de confinement. Je vous réserve aussi une petite surprise en toute fin d'émission, un cadeau personnel que je vous adresse, chers auditeurs et auditrices, camarades de pandémie. Comme d'habitude, si vous pensez que cette émission mérite l'attention du plus grand nombre, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, à mettre des étoiles, un cœur ou un pouce. Acte 2. Le virus s'installe. Je m'appelle Samuel, j'ai 11 ans et je suis collégien dans la banlieue parisienne, à Garches. C'est le 13e jour de confinement et je le vis plutôt bien. Il me permet de passer plus de temps avec ma famille. Même si j'ai conscience que ce qui se passe autour de nous est très grave, j'arrive à très bien vivre ce confinement et à prendre du plaisir, à rester chez moi, enfermée, et je trouve toujours des activités pour pouvoir compléter ma journée. Il y a parfois des moments difficiles parce que mes amis me manquent, mais j'arrive quand même à rester bien connectée grâce aux jeux vidéo et au téléphone portable. Ça me permet d'avoir plus de contact avec eux, et donc quand parfois j'ai besoin de leur parler, ça peut être d'une certaine facilité. Ça m'énerve de voir les gens continuer de sortir. Vu le nombre de morts, ça laisse penser qu'ils n'ont pas compris le danger qui existe en ce moment. Ça fait bizarre de se dire qu'on est en vacances parce que moi j'ai l'impression en ce moment que ça change pas grand chose vu que de toute manière on reste à la maison. À part le fait qu'il y ait moins de travail qu'avant, au final je vois pas trop la différence. Je m'appelle Thérèse, j'habite à Paris. Je suis musicienne, styliste et militante et je viens d'avoir 34 ans. Aujourd'hui, c'est mon 17e jour de confinement, seule, dans mon appartement de 35 mètres carrés. C'était un choix difficile, mais conscient et délibéré, que je regrette pas pour le moment. Globalement, depuis le 14 mars, au vu de la situation, je trouve que je m'en sors étonnamment bien. En vrai, un confinement, c'est un miroir à 360. Pas de filtre, pas de fuite possible, aucune pause de soi-même. Et en fait, j'ai été assez surprise de constater à quel point tout le travail de déconstruction et de reconstruction entamé depuis mes 27 ans, suite à mon burn-out, a été fructueux. Je me rends compte que j'ai appris ces dernières années, et surtout cette dernière année, à non seulement supporter, mais apprécier ma propre compagnie. À prendre soin de moi, de ma tête, de mon cœur, de mon corps. Et je me rends compte que ma vie, en fait, elle me va aujourd'hui. Alors ok, elle est perfectible, mais que les choix que j'ai faits ces dernières années me correspondent. Et je trouve que c'est une pensée hyper précieuse. Bon, après, évidemment, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, et certains jours, je me sens comme une merde. Mais étrangement, ces bats sont moins fréquents qu'en période normale. En vrai, j'en ai eu 2. Un le 14 mars, parce que j'ai dû annuler mon anniversaire, et un le 27, où j'ai éclaté en sanglots au milieu d'un apéro Skype avec des copains. Et j'ai même pas pu finir la conversation. Avec le recul, je me rends compte que c'était lié à 2 trucs. Un conjoncturel, lié au confinement, parce qu'en fait, le plus dur pour moi, là, c'est tout le truc des relations sociales. Je pensais que je pèterais les plombs de pas pouvoir sortir me balader, aller au resto, voir des concerts, boire des coups et tout. Je précise que je suis quelqu'un qui sort en moyenne 4 soirs par semaine. Mais qu'en fait, ça, pour le moment, je le gère plutôt bien. Non, en fait, le plus horrible pour moi, et je le redoutais un peu, c'est le manque de toucher. J'ai toujours été
quelqu'un d'hyper tactile et toucher l'autre, ça a toujours été pour moi une façon de donner de l'énergie, mais aussi d'en prendre, de recevoir de l'amour. Et le fait d'en être privé, en fait, c'est hyper dur. Du coup, j'essaie de mettre en place une nouvelle façon de toucher l'autre, un truc un peu plus spirituel qui fait appel à la mémoire des sens. La deuxième raison de mes bads, c'est un truc un peu plus structurel de ma personnalité que j'ai appelé l'absorption des malheurs du monde. C'est une de mes grandes spécialités. En fait, j'adore analyser le monde, les grands mouvements, comprendre les phénomènes et tout. Du coup, je lis, j'écoute, je regarde plein de vidéos, j'observe les réactions des gens, leur colère, les pour, les contre, les angoisses, les espoirs, l'humour, tous les élans passionnés en fait m'intéressent. Et en fait, toute cette boulimie intellectuelle en général me stimule à fond jusqu'à ce que ça devienne totalement anxiogène. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'en parallèle de ça, j'absorbe émotionnellement tout ce que je vois. Et du coup, arrive toujours ce putain de moment où c'est too much et où je vomis toutes les larmes du monde en me disant que de toute façon, l'humanité est perdue. Après, je constate quand même qu'à 34 ans, je commence à bien me connaître. Je sais que quand j'entre dans ce genre de phase, faut que je l'accepte, en conscientisant le malaise, que 2, il faut que je coupe avec le trop plein d'infos. L'avantage avec le confinement, c'est qu'on peut un peu maîtriser le fait de subir la pression extérieure ou pas en allumant ou en éteignant le wifi. Et 3, que je laisse couler. Souvent des larmes. Que je me laisse traverser par la tristesse, la colère ou la peur. Et que moins j'essaierai de la retenir et de la nier, et plus vite ça passera. Finalement, je me rends compte que mon rapport au confinement est relativement serein. Ces derniers mois, j'avais entamé un travail sur mon rapport au temps et à l'efficacité. Et en fait, ce confinement, il me permet d'aller plus loin et progresser dans la déculpabilisation. Le fait de faire plein de choses qui font pas avancer le taf, peindre, danser, prendre le temps de ranger, faire des photos qui servent à rien, ne rien faire, me coucher tôt. Et j'ai absolument pas travaillé pendant 10 jours. Résultat, après ces vacances forcées, cette grosse récré là, en fait je me suis naturellement attelée à ma grosse bête noire qui s'appelle Ableton. En fait c'est un logiciel de musique assisté par ordinateur et ça fait 1 an et demi qu'il est installé sur mon ordi et que j'ai peur de l'ouvrir. J'ai peur d'être nulle, de pas avoir assez de temps pour me plonger dedans, j'ai peur de détester ça, de me rendre compte qu'en fait je suis pas musicienne et finalement en fait je m'éclate. J'ai commencé ma première maquette il y a 2-3 jours et j'en suis super fière. Du coup, je me suis demandé si ça donnait à la créativité gratos, ça donnait confiance ou pas. Est-ce que ça faisait tomber les peurs ? Est-ce que ça donnait envie de faire des efforts ? Et je me dis que peut-être que le fait de pas chercher à rentabiliser son temps, ça m'enlève à moi de la pression. Et je sais pas si cette pression elle est vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. Au niveau de l'apprentissage collectif, évidemment que je trouve que cette pandémie est horrible et elle me fait peur en tant qu'individu. Mais en fait, je me dis que l'humanité récolte simplement ce qu'elle a semé. Je suis pas religieuse, mais je crois à l'équilibre de la nature. C'est sûrement un résidu de ma culture asiatique / holistique. Et je me demande si les gens vont comprendre. Si nos priorités, nos systèmes vont changer. Si je serais allée dans ma maison de campagne si j'en avais eu une. Ce que je ferais si je vivais dans un tout petit appartement à 10 ou si j'étais SDF. Je me demande si l'état policier va s'installer pour de bon, si le racisme anti-asiatique va empirer en France et dans le monde. Je me demande quand je vais remonter sur scène, quand je vais revoir mes parents, mon frère, quand je vais commencer à m'inquiéter financièrement. Je me demande d'ailleurs pourquoi je m'inquiète pas encore. Je me demande où sont les 2/3 de mes followers Instagram, s'ils bossent plus chez eux qu'au bureau. Je me demande combien de divorces il va y avoir, si je vais finir par regarder Netflix un jour, si je vais grossir, si je vais trouver des gnocchis demain au supermarché. Je me demande ce que c'est que de travailler dans un hôpital, ce qu'on doit ressentir quand on choisit de faire mourir quelqu'un. Je me demande si je vais perdre des proches, si je vais tomber malade, si je vais mourir seule,
si je vais survivre à 45 jours sans ma moitié, si je vais pleurer en la revoyant, si ça va être bizarre de refaire l'amour. Je pense au temps qui passe trop vite, même en confinement. Je pense à l'après, à ce que je vais faire en premier. Si les gens vont avoir peur de se toucher. Je me demande si je vais réussir à retrouver un rythme normal, si j'en aurai envie. Je me demande quand sera la prochaine pandémie. Je me demande si je devrais pas adopter un chat. Je me demande pourquoi je me pose autant de questions. Puis je me dis que si je me pose autant de questions que d'habitude, c'est que tout va bien. Je me dis que j'ai de la chance d'être en vie, de faire des métiers que j'aime. Je me dis que j'ai de la chance qu'il fasse beau. Et je me dis que j'ai de la chance d'en avoir conscience. Nous sommes à J14. C'est assez particulier parce que c'est comme si cette crise sanitaire liée à ce virus amplifiait plein de choses en moi. En fait, je sors ma tête de l'eau après une vie de croyance, qu'elle soit religieuse, ésotérique, enfin, peu importe le sujet. J'ai plus de 45 ans et c'est comme si toutes ces émotions remontaient en surface, mais pas de manière brutale. C'est comme s'il y avait une distance et qu'elle revenait avec distance. Ce sont des anciennes colères, ce sont des tristesses, ce sont des moments où j'étais perdu, mais c'est aussi des anciennes questions qui reviennent et qui m'amènent à revisiter des réponses. Des réponses sans jugement, parce que j'avais pas mal de jugements sur des réponses que j'avais émises. Et je repense aussi à ceux qui m'ont quitté parce que, en fait, je n'étais plus dans le même système de pensée qu'eux, et ceux que moi, j'avais quittés, parce que j'avais plus les mêmes pensées qu'eux, alors qu'on s'appréciait. Et du coup, je repense à eux, et d'ailleurs, j'ai d'autant plus envie de recontacter ces personnes-là, même si la démarche avait été faite avant cette crise. C'est une accentuation de tout ce résumé de ma vie. Alors, j'ai un jardin assez confortable, j'ai ma petite vie dans mon village où, c'est pas le confinement qui a changé beaucoup de choses, parce que c'est un village quand même très calme. Et ce silence-là, je le retrouve, il est là, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais moi, je la vis un peu différemment ce confinement parce que je suis soignant, je travaille dans un petit hôpital de l'Ouest de la France en tant que manipulateur radio en imagerie. D'ailleurs, nous sommes sur les starting blocks en ce moment, on va dire, parce que nous faisons pas mal de scanners pour les Covid-19 potentiels. Et ce sont des patients qui arrivent en détresse respiratoire, jeunes ou moins jeunes, enfin peu importe. Donc je suis en contact avec eux. On en parlait d'ailleurs avec un collègue, cette notion de contact, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Dans mon métier, dans ma relation patientèle, eh bien je le vois d'une manière carrément différente parce que malgré tout, maintenant, on se met de sacrées protections face à l'autre, face aux patients, à travers nos masques, nos surblouses, nos lunettes, et puis il y a cette distance physique qu'on met. Voilà, l'autre devient un danger, le patient devient un danger, et je deviens un danger pour l'autre, à tel point qu'on n'a pas envie de rester longtemps avec le patient. À cause de quoi ? À cause d'un truc invisible. Il y a une image en fait qui revient, c'est une patiente adorable à qui on recherchait en fait un cancer potentiel. Quand je suis allé la chercher, en fait, je l'ai mise en cabine et elle s'est mise en distance d'emblée. Elle a fait vraiment un bond en arrière. Et là, j'ai compris que c'était pas pareil, qu'il y avait un truc qui était pas pareil et que je pouvais, malgré moi, transmettre un sacré danger. Vous vous rendez compte, un soignant qui soigne, mais qui peut devenir paradoxalement un danger. Vous imaginez la dissonance. Donc les premiers jours, c'était assez anxiogène. Et j'attends d'ailleurs toujours qu'une chose, c'est que ça s'arrête en fait. Heureusement qu'il y a l'équipe en fait. C'est important de parler. Ça libère. Ouais, franchement, heureusement qu'on cause entre nous. Mais pour nous et pour moi, le point de départ de cette crise, ça a été assez cocasse et assez violent. Parce que, en fait, ça a commencé par l'arrivée d'une cadre des soins qui, lorsqu'elle nous a vus avec des masques, chose qui n'est pas forcément incongrue quand on vous parle de virus et qu'il faut se protéger soi et protéger le patient, c'est quand elle nous a menacé de sanctions si on mettait ces masques en permanence. Franchement, on marchait sur la tête, quoi. Parce que c'est pas comme s'il y avait pas un virus inconnu dans l'air, des personnes âgées ou malades qui étaient autour de nous. Non. Pourquoi ces menaces de sanctions
à cause d'un défaut de gestion qui ne nous incombait même pas du tout, quoi. Un hôpital, ça protège les soignants, ça protège les patients. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi, ce genre de réflexion? Il y avait sûrement un autre moyen de nous parler de leurs problématiques de gestion, franchement. Hein. N'empêche que la pilule a du mal à passer. Et jusqu'à ce qu'on lise, il y a quelques jours, dans le journal local, que dans notre hôpital, c'est un article qui a été rédigé par l'administration, tout va bien, il n'y a pas de demande de masque, tout le monde va bien, il y a eu 2 ou 3 cas de Covid qui vont mieux, alors que c'est complètement faux. C'est hors réalité, c'est pas ça du tout. On a fait une 30aine de cas de Covid. On a en plus le mari d'une collègue de l'hôpital qui est en soins intensifs, en réanimation, avec un pronostic vital engagé. Non. En fait, ça nous met dans une position vraiment d'incompréhension. Pourquoi faire ça? Pourquoi dire des mensonges? Franchement, il fallait mieux rien écrire et rien dire du tout, quoi. J'avais l'impression de vivre dans un autre monde et d'avoir une administration qui était complètement déconnectée de la réalité, en fait. Vraiment, quoi. Bon, du coup, voilà, il y avait de la colère, il y avait de l'incompréhension, il y avait cette fameuse dissonance cognitive. Et franchement, je ne me sentais pas du tout en sécurité au sein même d'un établissement qui se veut soigner et donc protéger celui qui est malade et protéger son salarié aussi. Je me sentais pas du tout en sécurité, c'est assez dingue quand même. On a heureusement cette intelligence ici dans notre équipe de garder cet humour entre nous, malgré l'urgence. En tout cas, moi, ça me décale, ça me repose, et puis ça renforce d'une autre manière l'esprit de cohésion. Puis le deuxième truc qui rentre en compte, c'est évidemment le patient, parce que il y a le patient. Il y a le patient, quoi. Voilà, au-delà de ça, j'ai hyper confiance. À chaque fois que je me lave les mains, je me dis que ce virus résiste pas à ce simple lavage de mains, à ce simple savon, et j'ai jamais, en parlant de savon, autant apprécié ma douche en fin de service. Franchement, je me lave de ce virus, je me lave aussi de toutes ces émotions, de toutes ces contradictions, de toute cette dissonance qu'il y a là, qui est avenimée par la presse. Je laisse couler, et ça me fait du bien. Et puis je me dis que malgré ce progrès, malgré ces communautés scientifiques, malgré tous ces médecins, franchement, on est vachement vulnérable et la question est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette vulnérabilité. Franchement, qu'est-ce qu'on en fait? Je m'appelle Maude, j'ai 39 ans et j'habite près de Bruxelles en Belgique. Professionnellement, je suis au CPS, ce qui est l'équivalent du RSA en France. Je distribue des colis alimentaires pour les personnes précarisées en association avec le CPS. En Belgique, on est confiné officiellement depuis le 18 mars, donc c'est mon 13e jour de confinement, si je calcule bien. Je dis ça parce que je m'étais déjà auto-confinée plus d'une semaine avant, limitant mes sorties aux courses et au travail dont j'ai été écartée depuis. J'étais déjà fort préoccupée par l'épidémie, sachant mes parents et particulièrement ma mère dans la catégorie des personnes susceptibles de développer des complications à ce virus. Quand l'épidémie s'est déclarée dans le pays, j'ai d'abord voulu faire rire mes potes sur les réseaux sociaux, j'ai fait des mèmes sur la pénurie de PQ, l'attitude débile des gens qui faisaient des lockdown parties. Puis après les premières annonces de confinement, j'ai commencé à suivre les infos en continu. National, international, en français, en anglais, en néerlandais. Et là, j'ai commencé à me sentir débordée. Trop d'anxiété, trop de stress. J'ai perdu le sommeil, l'appétit. Je passais mes nuits sur Twitter à réactualiser mon fil d'actu. J'étais épuisée nerveusement et j'avais plus goût à rien. D'autant que je continuais à voir des personnes qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale autour de moi et ça m'inquiétait beaucoup. Après ça, je me suis dit que j'allais pas tenir la durée, que j'allais vite arriver à bout de nerfs et qu'il fallait changer de stratégie au long terme. Donc, je me suis éloignée de l'actualité, je me suis éloignée des réseaux sociaux, je me suis remise à la lecture et aux jeux vidéo, qui sont mes vraies sources d'évasion et de déconnexion du stress ambiant. Contrairement à la majorité des gens, le confinement en lui-même ne me pose pas de problème. Je suis pas quelqu'un de très sociable et la plupart du temps, je reste chez moi, donc ça ne change pas grand-chose à mes habitudes. Par contre, toutes les perspectives de sortie me causent beaucoup d'anxiété, que ce soit pour faire mes courses, aller à la pharmacie ou acheter du tabac,
À chaque fois, je stresse beaucoup, j'ai vraiment pas envie de sortir et ça va très loin, ça va jusqu'à, m'empêcher de sortir dans mon propre jardin, où je ne me sens plus à l'aise. Parmi les personnes qui ne saisissent pas la gravité de la situation, il y a mes voisins mitoyens. Ils n'ont rien compris, ils continuent à inviter, des amis chez eux et aussi à faire, des espèces de fêtes dans leur jardin avec les autres enfants du quartier. C'est problématique dans le sens où je dois adopter une attitude, stricte et punitive avec ma fille qui pourtant se conduit extrêmement bien depuis le début du confinement. Mais la fille des voisins, qui a 8 ans comme la mienne, n'a pas reçu de consigne de distanciation sociale apparemment. Et donc je suis contrainte de gendarmer pour, obliger les 2 enfants à se tenir à une distance suffisante et à ne pas échanger d'objets. Je trouve ça très regrettable, parce que parfois ça m'interdit même, d'autoriser à ma fille, l'accès du jardin si je vois que, des pressions peuvent être exercées sur elle pour, lui demander de se rapprocher ou d'accepter des objets de la main des voisins et je trouve ça très triste. Je m'appelle Eric André, j'ai 34 ans et suis peintre en bâtiment. Je vis près de Montreux en Suisse et suis dans ma 13e journée de non-confinement. Le pays pratique une stratégie de confinement partiel et considère que l'on est tenu de travailler dans la mesure où l'on est capable de respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène sur notre lieu de travail, ce qui est mon cas. Ma situation n'a pas beaucoup changé depuis le début de la période de confinement parce que, comme je viens de le dire, je continue à travailler, donc mes habitudes sont relativement similaires, si ce n'est que je peux plus trop aller boire un café parce que les cafés sont fermés ou acheter un croissant à ma pause parce qu'il y a des files d'attente devant les magasins et les boulangeries. C'est un peu plus compliqué pour mon épouse qui doit jongler entre son métier d'enseignante qu'elle doit continuer de pratiquer via Internet depuis la maison et la garde de ma fille parce que la crèche dans laquelle on pouvait la placer avant est fermée. Dans les aspects plus négatifs, il y a le fait d'être cloîtré à la maison, de ne plus pouvoir aller faire de la randonnée ou des activités dans la nature. Mais en même temps, d'un autre côté, ça me permet de libérer du temps pour faire des activités à la maison que j'ai jamais le temps de faire habituellement, comme m'occuper du jardin, etc. Donc ça, c'est un côté un peu plus positif. Un autre aspect un peu plus négatif, c'est aussi une certaine fatigue cognitive que je ressens face à la masse d'informations à devoir gérer. Et aussi une certaine inquiétude pour l'avenir parce que on sait pas trop ce qui va se passer, comment la société va évoluer, etc. Si on va réussir à s'en relever, donc voilà. Mais sinon, non, globalement, ça va bien. Je prends ça assez bien. J'essaie de profiter pour lire, pour faire des choses que j'ai du mal à faire habituellement. Et puis voilà. Je m'appelle Claire Gillet, je suis psychologue clinicienne à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. J'ai 45 ans, c'est mon 15e jour. Bizarrement, mon confinement, je le vis plutôt à l'extérieur de chez moi et notamment sur mon lieu de travail puisque nous avons des directives un peu contradictoires qui consiste à nous rendre sur nos lieux de travail, mais de ne pas rencontrer nos patients. Cette situation est particulière, intéressante, parce que ça m'amène à faire des choses tout à fait différentes avec notamment mes collègues et les équipes soignantes. Je suis toujours ravie des changements, des choses inattendues parce que je trouve qu'elles nous amènent à créer des choses et à construire des choses nouvelles. Néanmoins, cette situation est pas vivable à long terme et j'éprouve de plus en plus l'impression quand même d'être dans un endroit qui n'est pas dimensionné pour inventer, créer, innover, faire des choses inhabituelles. Le véritable pouvoir à l'hôpital psychiatrique où je travaille, c'est le pouvoir administratif. Et il va pas supporter longtemps
qu'on invente des choses ou qu'on se trouve des occupations, somme toute très intéressantes. On est censé donc être sur notre lieu de travail sans mission définie, l'idée étant qu'on ne reste pas chez nous à être payé à rien faire. Donc moi j'ai la chance de m'intéresser à beaucoup de choses, donc je ne perds jamais mon temps. J'ai d'autres missions, notamment celle de m'inscrire dans différentes cellules d'écoute, etc. Et dans le contexte, je vais avoir de quoi faire. Donc on est aussi dans la préparation avec certains collègues d'une plateforme d'écoute pour les gens. Lorsque ici à La Réunion, il y aura les premiers décès, les choses vont devenir très compliquées. Les rituels ne pouvant se dérouler comme il convient, etc. Je pense qu'il y aura des dommages collatéraux et innombrables à la crise et à l'épidémie proprement dite. On travaille beaucoup au téléphone. Certains d'entre nous se rendent aussi au domicile des gens, donc doivent inventer d'autres modes de communication. Donc, on fait des choses. Moi, j'ai un credo qui vient du travail d'un groupe littéraire qui s'appelle Les Oulipiens, je crois, qui est que la contrainte libère. Et effectivement, cette phrase a tout son sens. Voilà pour mon vécu du confinement. Quand je rentre chez moi, finalement, le soir, je me sens plutôt à l'aise. Je pense que c'est le point d'ancrage un peu immuable, c'est chez moi, donc les choses n'ont pas vraiment changé ici à l'intérieur et j'apprécie que ce soit comme ça. Je m'appelle Jérôme l'Anonyme. Je vis dans la région Occitanie. J'ai 45 ans et je suis aide à domicile. À J-3, je suis chez mes parents, à 3 heures d'autoroute de mon domicile. Et je suis dans un grand supermarché et je me prends à ricaner devant les rayons qui sont quasi vides, le rayon des pâtes. J'ai un sentiment d'apitoiement sur des personnes qui seraient, entre guillemets, moins avisées que moi. À J-1, je suis de retour chez moi. Et là, je me retrouve devant un petit supermarché et je suis extrêmement surpris et très impressionné parce que le petit supermarché filtre les entrées et il y a une foule qui s'est amassée devant ce magasin. Je suis tellement surpris que je feins l'indifférence, je suis tellement troublé que je continue à marcher en ligne droite sans faire demi-tour, alors que j'aurais dû tout simplement faire demi-tour ou éventuellement attendre parmi les gens. À J1, le mardi 17 mars, je reprends mon travail. Dans les premières minutes, avant de partir en tournée de soins, j'ai la sensation d'effectuer un nouveau métier, du fait des consignes inédites qui sont imposées. Je me dis franchement que je ne vais pas tenir, et je dis même à ma hiérarchie que pour moi ça sera impossible de travailler avec un masque. Finalement, les gestes du métier reprennent le dessus et me font oublier mes craintes, et je reprends le rythme normal du travail, malgré ces conditions qui restreignent un petit peu nos habitudes. De J2 à J6, j'effectue mon travail avec des sentiments mêlés de sérénité et d'inquiétude, comme une sorte d'intranquillité. J'éprouve beaucoup d'écœurement en voyant les gens autour de moi qui utilisent par exemple les transports en commun, qu'ils mettent leurs mains partout, qu'ils se touchent le visage. Et j'ai envie de leur dire à tous de faire attention. Le premier geste barrière, tout simplement, sans réfléchir déjà, c'est de garder au maximum les mains dans ses poches. Et je constate, c'est peut-être dû à mon métier, que la majorité des passants autour de moi n'ont pas ce réflexe de garder les mains dans les poches. Les gants ne servent à rien, par exemple. J'éprouve beaucoup d'écœurement. Je dis même à une personne qui est dans le métro qu'il est possible de ne toucher à rien en passant par des entrées qui ne sont pas équipées de tourniquets. Je fais un peu peur aux gens aussi, parce que je suis un des rares passants à ce moment-là à porter un masque. Donc les gens ont tendance à s'éloigner de moi. C'est assez surprenant et quelque part c'est jouissif, parce que ça m'apporte de la sérénité. Je me pose des questions quand même. J'essaye d'évaluer la pertinence de ma mission, qui se situe quelque part entre faire un acte héroïque ou commettre un acte terroriste. Parce que tout simplement, dans quelle mesure est-ce que j'apporte des soins ou est-ce que j'apporte potentiellement une maladie potentiellement mortelle ?
La ville où je marche, où je me déplace est quasiment déserte. Je me pose des questions que je pense que tout le monde se pose. Est-ce que je vais l'attraper ? Qui va me le donner ? Est-ce que je vais le colporter ? Et à qui je vais le colporter, ce fichu virus ? Je m'amuse, je fais appel à l'imagination, je m'imagine pouvoir être capable de doubler la longueur de mes bras. Je m'identifie aussi au héros de l'histoire « Je suis une légende ». J'essaye de mettre de côté le risque inévitable qui est lié à mes actions dues à mon travail. J'ai la sensation de bénéficier d'un privilège, celui de pouvoir sortir, mais j'ai aussi la sensation de subir une peine, en étant interdit d'être confiné et à l'abri. Et à ce titre, je ressens l'impossibilité de me faire un avis sur quelque sujet que ce soit. Hormis que ce virus n'est ni un fléau, ni une malédiction, et qu'il impose d'effectuer des gestes clairs, des gestes précis, et de faire appel à la raison. Avant tout, à la raison. Et tout ça aussi contribue à ne pas laisser la peur s'installer, même si on doit être conscient qu'il est bon, quelque part, d'avoir peur et d'être vigilant surtout. De J7 à J13, je passe une semaine de congé payé. Je n'avais pas prévu le confinement, mais ça tombe bien tout de même. Je me retrouve à prendre de la distance, à me reposer. Je me retrouve aussi dans la lecture. Je lis des livres documentaires qui traitent par exemple de peuples victimes d'épidémies, mais à l'autre bout du monde. Ça me permet à la fois de garder les pieds sur terre et à la fois de voyager dans un autre univers. À J7, je vais faire les courses et je me retrouve dans une file d'attente devant un magasin et je parle à une dame âgée qui est éloignée de moi de la distance réglementaire. Je suis masqué, elle dispose d'une écharpe autour du cou. Je viens lui dire, dans le cadre de la conversation, que je suis aide-soignant à domicile. Et la dame va reculer d'un pas. Bon, je suis habitué et rodé à côtoyer des personnes âgées qui sont plutôt craintives en général. Et je ne relève pas son geste et je continue à discuter tranquillement et sereinement avec elle, aussi pour la rassurer. J13, la fin de mon congé. Je suis anxieux parce que demain je reprends le travail. Et je n'ai pas eu de nouvelles, mais je n'en ai pas pris non plus, d'où mon anxiété. À J14, le lendemain, je reprends jusqu'à J17. Et très vite, n'ayant pas eu de mauvaises nouvelles, nulle part, le travail reprend. Comme je l'avais commencé au début du confinement, je continue à avoir les mêmes relations avec mes patients et je trouve que ça m'apporte énormément. La reprise de l'activité aussi y est pour beaucoup, parce que je comprends que c'est très difficile de rester enfermé. Même moi qui suis habitué à lire et qui adore lire, je trouve très difficile de se sentir enfermé. Et heureusement, quelque part, c'est mon idée en tout cas aujourd'hui, à J17, que j'ai mon activité professionnelle qui me donne quand même, malgré tout, l'opportunité de sortir, malgré ce danger qui me semble moins prégnant que cette sensation de me sentir utile et d'avoir les remerciements de mes patients, à défaut de ma hiérarchie. Je m'appelle Armelle, j'ai 32 ans, je vis dans l'est de la France, à côté de Besançon. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril. Je voulais essayer de dire un petit peu ce que je ressentais par rapport au confinement et c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu au début parce que même si je suis quelqu'un d'un peu solitaire, j'aime quand même bien avoir des contacts avec les quelques amis proches que j'ai. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu quand même, mais bon, je m'y fais et je me plie aux règles et voilà. Au début du confinement, j'étais un petit peu angoissée aussi parce que il se trouvait que j'avais une amie qui a eu le coronavirus et j'ai été en contact avec elle dans les jours où l'incubation devait certainement se faire. Et donc pendant les 15 premiers jours, j'ai eu un petit peu peur déjà pour elle et puis aussi pour moi, pour mon mari et pour à peu près toutes les personnes que j'avais pu toucher ou que j'avais pu être en contact avec durant tout ce laps de temps. Cette amie finalement a guéri assez difficilement mais a quand même guéri et va mieux maintenant.
J'ai jamais présenté de symptômes et toutes les personnes que j'ai pu voir entre-temps n'avaient pas non plus de symptômes, quels qu'ils soient, du coronavirus. Donc j'ai été un peu rassurée là-dessus. Le quotidien, ça s'organise assez bien. Mon mari, qui travaille en tant que comptable pour une association, a ramené ses ordinateurs du bureau et travaille tranquillement à la maison. On a adopté un rythme de croisière plutôt confortable, aussi bien pour qu'il puisse faire tout son travail en temps et en heure, et en même temps se sentir pas trop mal, quoi. Sinon, nous étions en plein milieu d'un déménagement et donc forcément nous avons dû remettre notre déménagement à plus tard, ce qui fait que nous vivons dans une maison avec la moitié de nos affaires en carton, et on sait pas trop quand est-ce qu'on va devoir reprendre la mise en carton de nos affaires. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on s'occupe de lire, de reprendre des activités qu'on avait un petit peu laissées en suspens à cause de nos vies habituelles de travail assez rythmées. On fait bien attention à nos courses, à rentrer nos provisions de manière saine et de manière attentive, c'est-à-dire vraiment à toucher le moins possible, à désinfecter au maximum quand on rentre, sans forcément noyer tous les ingrédients sous 3 litres de javel. Mais voilà, enfin, on fait quand même attention à essuyer au maximum. On ne s'est pas précipité comme beaucoup de gens sur les pâtes et les rouleaux de PQ, mais enfin, je veux dire, on s'est fait quand même une petite provision pour être sûr de pas trop engorger les magasins et éviter d'y aller 50 fois par semaine. Une fois par semaine, c'est déjà bien assez. Je trouve que c'est même un peu trop, mais bon, voilà, il y a toujours quelque chose qui manque et voilà. On est prudent, on évite vraiment les contacts extérieurs au maximum. À part mon mari qui va une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours chez ses parents qui sont assez à risque. C'est des paysans à la retraite qui sont dans un état de santé pas très très joyeux, donc il faut quand même aller les aider. Ne serait-ce que leur apporter des attestations, parce que bon, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire pour eux. Leur refaire du bois pour le chauffage, enfin toutes ces choses qu'ils peuvent plus trop faire facilement, et surtout en état de confinement. Personnellement, moi je suis toujours mitigée depuis le début, c'est entre l'inquiétude et en même temps le fait que je sois contente quand même de pouvoir enfin me reposer un peu, parce que ma vie habituelle est quand même très mouvementée. Le travail est pénible et tout ça, donc c'est agréable aussi de pouvoir se retrouver et prendre soin de soi aussi, et pouvoir réfléchir à sa vie de manière plus apaisée aussi. Donc on s'occupe, on prend soin de nous et on essaye de prendre soin aussi des autres, ne serait-ce qu'en essayant d'être prévoyant, de penser à donner des consignes régulièrement à nos proches quand ils sont un peu fragiles, d'oublier personne. Je m'appelle Albert, je suis à Paris, je suis psychologue et chercheur en neurosciences et j'ai 38 ans. Ça fait, je pense, 22, 23, 24, 25 jours que je suis confiné, je sais plus vraiment, depuis qu'on a commencé le confinement. Et je pense le truc le plus surprenant peut-être, c'est combien on est résilient. Tout le monde annonçait que les gens ne vont pas pouvoir tenir, etc. Mais au final, on tient relativement bien. Peut-être aussi parce que j'ai la chance d'avoir un appartement. Je suis confiné aussi avec ma copine, donc ça se passe relativement bien. Dès le début, je me suis pas dit que je vais réaliser des choses de ouf pendant le confinement. Genre, j'avais pas ambition ni d'apprendre une nouvelle langue, ni de me mettre à un nouveau hobby, ni de faire tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Vu que j'avais pas des attentes de dingue, ça se passe relativement bien. Je travaille comme je peux à distance, surtout pour les consultations, faire un peu de soutien psychologique. Sinon, je glande. Je pense évidemment aussi aux gens qui ne sont pas confinés parce qu'ils sont obligés de ne pas l'être, que ce soit le corps médical ou les personnes qui sont dans les magasins du quartier qui sont obligés d'être ouverts. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les premiers jours, c'était quand même un peu psychotant. En tout cas pour nous, on était en train de compter les jours pour voir si on avait des symptômes ou pas. Je pense qu'on a tous eu l'impression d'avoir des symptômes, et donc je sais même pas si c'était des vrais symptômes ou pas, vu que beaucoup de personnes sont asymptomatiques.
Et en ce moment, on se demande combien de temps ça va durer, l'incertitude. Je pense qu'on est encore parti pour un moment. Et surtout, comment se passerait un éventuel déconfinement. Peut-être à cause du travail que je fais, je travaille sur la psychologie et les comportements. C'est un sujet auquel je pense de plus en plus avec les jours qui passent, parce que je pense que oui, on est assez résilient, mais si ça dure longtemps, je ne sais pas combien on va tous pouvoir continuer à respecter tout ça. Je pense aussi à ce qu'on fera après. Je ne suis pas du tout fan non plus de ceux qui disent que rien ne sera comme avant. Ma plus grosse peur, c'est qu'une fois qu'on dépasse cette période, qu'on revienne exactement à ce qu'on faisait avant. Je suis un peu critique du système dans lequel on vit, et maintenant on a des arguments pour montrer combien il est fragile. Mais je pense pas que ce soit aussi évident que ça, que les choses qu'on voudrait changer, on pourrait les changer. Nos habitudes sont des choses qui sont difficiles à changer en général, encore plus quand c'est à une échelle d'un système. Et sinon, la console, la glande, les siestes, ne plus savoir quel jour on est, ça a aussi son charme, je dois l'avouer. Pour moi, ça se passe bien, mais j'ai conscience que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je serais très intéressé par voir ce que les autres disent et comment les autres vivent cette période. Et de parler avec tout le monde de tout ça, une fois qu'on pourra tous se revoir. Léa Renoir, Paris, le 7 avril. Début de la 4e semaine de confinement. Alors, je ne sais pas très bien quoi vous raconter sur l'expérience qui me traverse aujourd'hui. C'est très difficile de parler de ces émotions, particulièrement dans le cas d'un confinement parisien, dans un petit espace, et doublé de la vie d'une personne qui perd ou qui a une défaillance mémorielle, on va dire. Donc, j'éviterais même de parler de mes émotions pour éviter de déconfiner trop tôt. Ma propre perspective, en tout cas, en ce jour de printemps, j'en viens à regretter le bruit de Paris, les terrasses, les bruits des voitures, des gens, ce flux permanent d'activités humaines. Et c'est très curieux. Alors, comment fait-on quand on est confiné près de personnes qui sont en souffrance psychique? Eh ben, c'est un mystère qu'on ne saurait expliquer, si ce n'est peut-être par une autre forme d'enfermement, c'est-à-dire une mise à distance de son ressenti, et un travail sur soi à travers les grands textes, à travers les écrits, à travers les recherches personnelles, et puis la cuisine. La cuisine, ça aide. C'est en tout cas une émotion partagée. C'est le plaisir des saveurs. Voilà, c'est peut-être ce qui nous fait nous rencontrer en tant qu'être humain, humanité, que l'on ait des défaillances ou que l'on n'en ait pas, que l'on soit confiné ou que l'on ne soit pas. La cuisine créative, s'inspirer des odeurs, des couleurs, et tromper nos sens pour éviter de sombrer dans l'ennui et la fatigue. Voilà, je dirais ça. Adèle, journaliste, 22e jour d'autoconfinement, 49 ans, région parisienne. Je n'ai pas attendu la force publique pour me contraindre à rester chez moi, en fait. Dès les premiers instants de la contamination, j'ai compris que j'étais en danger, car je fais partie des personnes à risque. Je suis asthmatique, sous traitement, et j'ai très vite compris que dans notre environnement habituel, le risque était grand. Je souffre d'une insuffisance respiratoire depuis tout petit, avec quand même de longues périodes de respiration normale, de rétablissement, et puis de temps en temps, une crise qui me fait perdre même la capacité de marcher. J'ai eu ma dernière crise il y a un peu plus d'1 an. Je suis soigné, je suis un traitement, et donc je fais partie de ceux qui ne doivent en aucun cas s'exposer au virus. Qu'est-ce que je ressens ?
Très honnêtement, je vois presque une population de petites particules. Je ne vois pas qu'un virus, c'est-à-dire une toute petite boule avec des petites cornes ou des petites ventouses. Non, c'est une poussière de petites créatures nuisibles, intelligentes parfois. Je me dis qu'il faut être vraiment intelligent pour pouvoir suivre quelqu'un, le voir comme une proie et se comporter comme un prédateur, l'attendre dans une boulangerie et ensuite se poser sur ses épaules, l'accompagner, sortir avec lui ou elle, et ensuite me diriger petit à petit vers ses organes respiratoires en passant par la bouche, les narines, et attendre patiemment d'arriver à l'intérieur de la gorge. Et dès que j'en ai les moyens, je glisse vers les poumons. C'est un peu ça le chemin suivi par le coronavirus. Et c'est comme ça que je le vois, je sens sa présence, sans être terrorisé pour autant, mais je suis très vigilant. Je sais que j'ai affaire à un très petit ennemi qui n'a pas peur de moi, je n'ai pas peur de lui non plus, mais je suis de ceux qui risquent de ne pas avoir un système immunitaire capable de générer une armée d'anticorps pour le broyer, me débarrasser de cette menace. C'est très visuel chez moi, le coronavirus. C'est une créature qui existe, qu'on pourrait agrandir et avec qui on pourrait même éventuellement dialoguer, lui poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Tu viens d'où? J'ai même parfois l'impression que c'est une créature extraterrestre. Confinement, oui, rester chez soi et travailler à distance, c'est une question de capacité d'adaptation. Psychologiquement parlant, je suis déjà passé par cette expérience d'isolement. C'était il y a quelques années, en 2011, par des méthodes extrêmement violentes. C'était lors des révoltes dans certains pays arabes. J'étais en Égypte en 2011 et j'ai subi une arrestation arbitraire qui n'a pas dépassé les 48 heures, mais c'était un de mes pires cauchemars. J'ai compris à quoi ça ressemble d'être soumis à une pression psychologique forte, à une tentative d'humiliation, à une domination dont le but est de vous écraser. Psychologiquement, physiquement, on m'a étendu par terre, les bras attachés dans le dos et des tortionnaires me sont montés dessus, notamment au niveau des articulations des genoux, pour éventuellement me casser les genoux. Heureusement que ça s'est pas fait, sinon je serais handicapé à vie. Je vous passe les détails, mais c'est vrai que c'est très angoissant de se retrouver enfermé dans une pièce sans savoir ce qui va vous arriver le lendemain, voire même dans la minute qui suit. Vous êtes à la merci de gens sans foi ni loi qui ont décidé de disposer de vous. Quand on vit une expérience comme la mienne, c'est-à-dire une privation de liberté, et qu'ensuite on en vit d'autres, comme celle-ci, celle du confinement, forcément, on pense à la première. Ça me vient tout seul, et j'y pense tout le temps. Alors le confinement, oui, il vient juste ajouter une couche à ce vieux traumatisme qui finalement vous accompagne. Il ne vous quitte jamais. Donc, loin de moi l'idée de comparer l'incomparable, mais il y a quelques points de ressemblance quand même, notamment l'angoisse que ça provoque chez certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'expectative, dans l'attente d'une solution qui n'est évidente pour personne, dans aucun pays. Et être confiné, être enfermé, être coupé du monde, vous donne quand même cette possibilité de faire de l'introspection. Fermez les yeux et réfléchissez. Vous allez vous retrouver dans l'immensité de l'univers, c'est-à-dire que l'infiniment grand et l'infiniment petit, finalement, ne sont pas si loin l'un de l'autre. Ce petit virus minuscule, invisible à l'œil nu, nous permet aussi de réfléchir sur notre place dans l'univers carrément. C'est une épreuve, ça permet de tout relativiser, ça permet de penser aux autres,
Si je ne devais retenir qu'un aspect positif de cette pandémie, ce serait celle-ci, le retour à notre propre humanité. Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je suis étudiante et je suis en confinement à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Je sais pas trop quel jour du confinement on est aujourd'hui. Je sais que je suis arrivée le 17. Et en fait, je perds un peu la notion de temps parce que je suis dans la campagne paumée. Il y a 3 voisins autour de chez moi, 3 producteurs qu'on voit jamais parce qu'ils sont dans les champs, ils travaillent, il faut approvisionner la France. Et donc, ce confinement, pour moi, il a plutôt un air de vacances, en fait. J'en profite énormément. J'ai la chance d'avoir un jardin, un verger, une piscine dans laquelle je peux me baigner déjà. Parce que dans le sud, il fait plutôt bon, il fait autour de 20 degrés, donc on profite énormément du soleil. Voilà, les chats. J'ai le droit d'aller faire du vélo, 1 kilomètre voire plus, vu qu'il n'y a personne dans le coin. J'ai de la chance, je m'en rends compte. Et ça me pose énormément de questions de voir quand je me balade en vélo, les gens travailler dans les champs, on se rend compte de la nécessité de certains métiers. Et ça me pose énormément de questions sur la valeur que notre État donne à ces corps de métier qui sont pourtant primordiales à la survie du pays, en fait. Je suis un peu en colère, en fait. En fait, au début, j'avais décidé de rester à Paris pour pas venir, entre guillemets, contaminer mes parents. Mais à la dernière minute, le jour de la mise en place du confinement, le 17 mars, j'ai décidé 2 heures avant de prendre le train, de prendre le train pour le sud. Et donc je suis arrivée ici, mais c'était absolument pas prévu. Par devoir citoyen, j'ai décidé de rester à Paris. Et puis pour pas laisser ma coloc seule, mais après une discussion en fait avec ma mère qui est médecin et qui m'a dit qu'avec mon asthme, il était préférable que je sois dans le sud, à l'écart de toute la pollution et du stress de Paris. Finalement, je suis descendue. Elle m'a convaincue comme ça. Et donc ça a été difficile, oui, de partir de Paris, parce que ça me ressemble pas, en fait. Déjà, je me suis rendu compte que je faisais la morale à tous ceux qui partaient, qui se mettaient en mouvement, qui s'éloignaient de Paris pour rester en confinement auprès de leur famille, comme ce que j'ai fait moi. Je jugeais, alors que moi-même, j'avais fait la même chose, et je m'en voulais aussi de l'avoir fait. Bon, je me dis que j'aurais peut-être pas dû juger les autres, premièrement, parce que moi, j'ai fait la même démarche, et puis secondement, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui souhaite passer son confinement plutôt à la campagne, avec un jardin, une piscine, des chats, les étoiles, un vélo, et le passer à Paris dans un appart à 3, serré comme tout. Donc oui, départ difficile, surtout par rapport à mes convictions. Et quand je suis arrivée, je voyais encore les gens passer chez le voisin, dire bonjour, s'arrêter boire un coup. La réalité, c'était pas vraiment diffusé, je dirais, sur tout le territoire. Et ma réaction auprès de mes parents a été très forte dans le sens où je voulais absolument garder mes gants et mon masque. Par chance, j'ai une mère médecin, donc on en a ici pour nous protéger. Mais ils m'ont pris en fait pour une folle au début. Et ça, j'ai un peu mal vécu. J'ai eu beaucoup d'inquiétude en fait pour eux. Parce que venant de Paris, je me suis dit qu'à tous les coups, j'avais le virus, au moins porteur sain. J'avais déjà des problèmes de respiration en partant de Paris. Mais je me posais encore des questions si c'était simplement mon asthme ou le Covid, en fait. Mais bon, il s'avère que non, ça fait 3 semaines que je suis là maintenant. J'ai vu les 3 mêmes têtes tous les jours. C'est malgré tout un vrai confinement qui fait du bien. Parce qu'il y a l'espace, parce qu'on n'a pas l'impression d'être réellement, j'allais dire privé de liberté, parce que je me mets à la place de ceux qui sont à Paris et je me rends compte que j'ai de la chance. C'est cool de perdre un peu la notion du temps, d'avoir le sentiment de vacances, mais j'aimerais que tout le monde puisse le vivre, au moins un instant. Je regarde à la fenêtre, je nous revois autrefois,
Qui sait, peut-être une lettre me parlera de toi. Les souvenirs dansent dans le ciel immense. Iront-ils vers toi pour te dire que je pense à toi? Tous ces moments partagés, je les oublierai jamais. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit, tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Quand nous refaisions le monde, le voyais-tu aussi grand, les distances si longues, le pas pressé du temps? La vie nous sépare, chacun son histoire, mais en moi je sens que tu es là, tout comme avant, ce lien du bout de la terre. J'y tiens demain comme hier. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit, tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit, tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Au revoir. Méta de Choc progresse au classement des podcasts les plus écoutés dans les catégories éducation et développement personnel. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou EEKO, E-E-K-O, l'application communautaire dont je vous ai déjà parlé et qui vous permet de faire des recommandations et d'échanger avec d'autres podcast lovers. Pour que l'aventure continue, pour assurer la pérennité de votre dose hebdomadaire de pensée critique appliquée à soi, sentez-vous libre, oui, libre, de faire un don mensuel ou ponctuel en suivant le lien en description vers la plateforme Tipeee. Un grand merci à ceux qui soutiennent déjà cette entreprise indépendante, humble et superbe. Sans vous, cette émission n'existerait plus. La semaine prochaine, c'est le lancement tant attendu d'une nouvelle série annoncée de longue date. Le témoignage anonyme d'un fils de voyante devenu lui-même voyant et désormais sceptique. On retrouvera bien évidemment Histoire de virus et ses héros dans quelques semaines. Attendons-nous à quelques rebondissements. Je vous dis à vendredi, 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.